C'était un empire immense, mystérieux, violent et inventif à l'extrême. Le seul à avoir duré 4000 ans, la Chine. À sa tête, de puissants empereurs ont mobilisé des armées d'innombrables paysans pour réaliser des ouvrages prodigieux et sans équivalent sur Terre. Un mausolée d'or. Il paraît incroyable que des hommes aient pu réaliser un tel monument. Le plus grand canal du monde. Une flotte plus puissante que ce que les océans avaient connu jusqu'alors. Sans compter le monument emblématique de cet empire, la Grande Muraille de Chine. C'est le plus grand chantier de l'histoire. Et pourtant, au fil des dynasties qui vont se succéder, cet empire consumé par la vanité et l'avidité sera mis en pièces quand le peuple se révoltera et que l'oppression entraînera la destruction. À l'aube de la civilisation, les Chinois étaient déjà là, et ils le sont encore. Bonjour, je suis Peter Weller. Lorsque les Égyptiens bâtissaient leurs pyramides, les Chinois possédaient déjà de somptueux palais pour leur roi. Lorsque Rome imaginait ses aqueducs pour alimenter ses concitoyens en eau, les Chinois détournaient un fleuve et perçaient des montagnes, avant même l'invention de la poudre. Ils construisaient un barrage pour irriguer des milliers d'hectares et provoquer une explosion démographique sans équivalent. Il y a 4000 ans, la civilisation chinoise s'est développée et répandue sur un vaste territoire, un tiers plus grand que celui des États-Unis. Mais pendant des siècles, la Chine a été dans la tourmente, ravagée par les guerres que se livraient pour le pouvoir les différents royaumes qui la composaient. En ce temps-là, la Chine était composée d'un certain nombre d'États qui luttaient férocement pour la suprématie. C'était l'époque des royaumes combattants. Au IIIe siècle avant notre ère, un royaume prend l'ascendant sur les autres. C'est le plus puissant et le plus cruel. Cet État de l'Ouest est la patrie d'une nation hostile et belliqueuse, un peuple ambitieux et dur, déterminé à conquérir et à unifier les 7 royaumes. Le peuple Qin. L'unification de ce vaste ensemble de territoires crée un empire comme le monde n'en a encore jamais connu. La culture Qin est prospère. La région, plate et fertile, est traversée par de grandes voies commerciales, comme la fameuse route de la soie, ce qui lui permet de nouer des contacts aux confins de la Chine et même au-delà. Au fil du temps, les Qin développent 2 avantages militaires de poids par rapport aux autres royaumes. De leurs voisins nomades et barbares, ils apprennent à dompter le cheval. Parallèlement, ils adoptent de nouvelles stratégies militaires. Jusqu'alors, les guerres étaient menées par de petits groupes de nobles qui allaient au combat en char. De nouvelles techniques de travail des métaux permettent la production en masse d'armes et l'apparition d'un nouveau type de combattant, le fantassin. C'est l'époque où l'utilisation du fer s'est répandue. Et cela a permis de fournir des armes à des troupes de fantassins de plus en plus nombreuses. Fort de cette avancée dans le domaine militaire, les Qin lancent une offensive pour conquérir toute la Chine. Au cours de leur progression, ils sont confrontés à un nouveau défi. Comment produire rapidement assez de nourriture pour alimenter leur armée grandissante? Cette tâche échoua au gouverneur de la région du Sichuan, Li Bing, un fonctionnaire Qin, l'un des plus grands spécialistes de l'hydraulique de l'époque. Sous ses ordres, les ouvriers chinois réalisent un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Durant des siècles, la rivière Mingyang dans le Sichuan a tourmenté les Chinois. Aux épisodes de sécheresse hivernale succédaient les crues d'été. Li Bing est bien déterminé à la dompter.
Son plan est axé sur la construction d'une levée destinée à canaliser les eaux de la rivière, à contrôler les crues et à irriguer les cultures indispensables à la population. Mais le gouverneur se heurte à un problème de taille. La montagne. Qu'importe. La déviation de la rivière la traversera. Mais la poudre n'a pas encore été inventée et creuser la montagne à la seule force des pioches prendrait des dizaines d'années. Les plans stratégiques des Qin exigent une solution plus rapide. Li Bing imagine alors une solution audacieuse. Il décide de laisser les forces de la nature faire le gros œuvre et met en place un système de chauffage de la roche par des incendies maîtrisés. Puis, il refroidit la pierre brutalement avec de l'eau. Le choc thermique fait alors éclater les rochers en petits morceaux facilement délayables. 8 ans après le début des travaux, la montagne est percée et un canal d'irrigation la traverse. Il faut à présent construire une gigantesque digue pour dévier le cours de la rivière Minyang vers le canal. Des milliers d'ouvriers sont amenés sur le chantier. Ils travaillent dur, armés d'outils rudimentaires. Le système imaginé par Li Bing est remarquable. Un système de digue mobile régule le flux selon la saison. En été, plus d'eau est déviée vers le chenal d'irrigation, ce qui limite les risques d'inondation des berges de la rivière. En hiver, la proportion est inversée afin d'éviter la sécheresse. Le système d'irrigation de Duyingyang, ainsi qu'il se nomme, permet l'irrigation d'une vaste portion du territoire des Qin. L'essor des cultures entraîne un boom démographique. Pour les militaires, la zone devient une nouvelle base pour attaquer les territoires ennemis. Le royaume des Qin prend l'ascendant sur la région. Ils ont utilisé la richesse créée par l'agriculture et la puissance de leur armée pour unifier la Chine. En 247 avant Jésus-Christ, un nouveau roi Qin est intronisé. Il n'a que 13 ans et se nomme Yingzheng. Sa mère assume le rôle de reine douairière. Le jeune souverain accède au pouvoir dans un palais où les ennemis complotent contre lui. Dans les coulisses, les poignards s'affûtent déjà. Au premier rang de ceux qui souhaitent sa mort, sa propre mère, qui a désormais un amant et 2 autres fils qu'elle souhaite voir sur le trône. À 22 ans, Yingzheng découvre ses intentions. Il la bannit, fait exécuter ses demi-frères et l'amant de la reine-mère. Désormais, son autorité est absolue et incontestée. Il envoie son armée achever le travail d'unification de la Chine. Un seul royaume lui barre la route, celui des Chu. En 238 avant Jésus-Christ, les Qin lancent une offensive héroïque contre les Chu. Le conflit fait rage pendant 15 ans. Enfin, en 223 avant Jésus-Christ, les Chu rendent les armes. Le dernier obstacle majeur dans la conquête de la Chine n'est plus. La supériorité des Qin sur les Chu venait de leur capacité à organiser leurs armées de façon plus efficace qu'auparavant. L'empire dont les Qin rêvaient est enfin une réalité. La Chine est unifiée et en paix. Désormais, Yingzheng est empereur. Il lui faut un nom digne de ce titre. Pour la postérité, il sera tout simplement Shi Huangdi, le premier empereur. Shi Huangdi proclame que sa dynastie régnera pendant 10 000 générations. Il lance le chantier le plus spectaculaire de tous les temps, un mur tel que le monde n'en a jamais connu. Mais son peuple paiera son ambition au prix fort, malmené par des chefs cruels. La construction de la Grande Muraille sera une histoire sanglante.
La Grande Muraille n'était que la liaison entre des murs que plusieurs États du nord de la Chine avaient construits pour se défendre les uns contre les autres et surtout pour protéger leurs frontières septentrionales. Aucun ouvrage, même moderne, n'a jamais surpassé celui-ci. Une barrière imprenable qui s'étire sur des milliers de kilomètres. Voici Chongchen, ce qui signifie en mandarin la longue muraille. Parce que croyez-moi, avec plus de 6700 km, selon les repères choisis, on peut dire qu'elle est longue. Shi Huangdi, le premier empereur de Chine, a commencé sa construction il y a 2000 ans et les travaux se sont poursuivis jusqu'au XVIIe siècle. Le mur d'origine ne ressemblait pas à ça. Il était en briques crues, mais malgré tout, sa construction a été un beau défi puisqu'il devait relier la mer à l'est au désert de Gobi à l'ouest, empêcher les nomades d'entrer et les Chinois de sortir. Il fallait bien l'audace des empereurs pour imaginer un tel ouvrage, mais il a fallu l'infatigable force de travail des Chinois pour le construire. Et à quel prix? Leur capacité d'endurer la souffrance a été inimaginable. Hommes, femmes et enfants ont travaillé à main nue sur ce chantier. Ceux qui se plaignaient ou tentaient de fuir étaient tués. La maladie et les blessures étaient monnaie courante. Vêtus de haillons, ces gens ont souffert du froid, de la faim et de la fatigue. Selon les documents de l'époque, au plus fort de la construction, le chantier a mobilisé près d'un cinquième des forces vives du pays, soit 1 million de personnes, et en a tué un quart. Les morts étaient enterrés sur place, d'où l'autre surnom de la muraille, le long cimetière. La construction du mur a exténué des millions de travailleurs. Il existe des poèmes très émouvants, écrits pour la plupart par des épouses ou des mères, sur de jeunes garçons partis travailler sur ce grand chantier, épuisés et mourant dans le froid, sans être jamais rentrés chez eux. Le chantier nécessite plus qu'un travail acharné. La nature du terrain varie en fonction des régions qu'il traverse et il faut utiliser les matériaux à portée de main. Quand cela est possible, les bâtisseurs rallongent les murs existants. Mais la plupart du temps, il faut partir de zéro. Une technique remarquable est alors mise au point, avec un matériau de base plus qu'abondant. La technique de la terre battue s'appelle en chinois hangtu. Elle consiste à édifier un coffrage de bois autour du futur mur. On commence avec 2 planches parallèles au niveau du sol. Entre les deux, on verse du gravier, des tiges de bois et de l'argile par exemple. Et puis on tasse le tout avec un pilon jusqu'à ce que ce mélange soit compact à l'extrême. Ensuite, on ajoute 2 nouvelles planches au coffrage, une couche à tasser, et ainsi de suite jusqu'à la hauteur désirée. Une fois que le mélange de terre a séché, le coffrage est retiré, découvrant un tronçon de mur en terre battue, renforcé par des verges de saule comme les tiges d'acier dans le béton armé. La face sud de la muraille côté Chine n'est défendue que par un simple parapet. La face nord, côté barbare, est hérissée de créneaux. Une tour de garde se dresse tous les 650 à 900 mètres. Une route pavée court sur la muraille, une voie de transport efficace pour les troupes et même les chariots. Mais en tant qu'édifice militaire, la Grande Muraille n'est que partiellement efficace. Ce mur était là pour être défendu, mais à long terme, il n'était pas très défendable. Les nomades pouvaient ouvrir des brèches ou soudoyer les gardes. Cependant, la Grande Muraille n'est pas destinée qu'à se prémunir des barbares. C'est également une ligne de démarcation qui emprisonne les Chinois chez eux. La Grande Muraille, en un sens, est autant un marqueur culturel qu'une fortification. C'était une façon de dire aux nomades, restez dehors à élever des chevaux et des moutons. Nous, on reste à l'intérieur à cultiver. En 210 avant Jésus-Christ, la Grande Muraille dépasse les 4800 km de long. C'est une empreinte indélébile sur le sol chinois.
Dans la population, le ressentiment à l'égard de Shi Huangdi va croissant. Bon nombre de ses sujets pensent que cette barrière colossale ne valait pas la souffrance qu'elle a infligée au peuple. Une fois de plus, les ennemis de l'empereur complotent. Les dernières années du règne de Shi Huangdi ont été marquées par ce qu'on peut raisonnablement qualifier de paranoïa, ce qui ne veut pas dire que les complots n'existaient pas. Au moins 3 tentatives d'assassinat sont déjouées de justesse. Shi Huangdi réplique en transformant la Chine en une prison virtuelle pour son peuple. Il ordonne la destruction de toutes les chroniques de son cruel régime. Ceux qui n'obéissent pas sont condamnés aux travaux forcés ou à la peine de mort. Près de 400 personnes sont enterrées vivantes en guise d'exemple pour ceux qui se risqueraient à critiquer le régime. Le propre fils aîné de l'empereur est banni pour avoir osé protester. L'empereur Shi Huangdi, en visionnaire de génie, a fait de la Chine un grand empire, mais à la fin de son règne, la folie le rattrape. C'est à une autre de ses obsessions qu'il décide alors d'occuper son armée de travailleurs forcés, réaliser un défi, un autre, lancé des années plus tôt. Un monument né de sa peur et dédié à sa mort. C'était un projet monumental qui a nécessité le travail de centaines de milliers de personnes pendant des années. C'était le plus grand et le plus beau tombeau jamais édifié en Chine. En 1974, alors qu'ils creusent un puits, des paysans mettent toujours la tête d'un soldat chinois en terre cuite. C'est le début de l'une des plus incroyables découvertes archéologiques de tous les temps. On a toujours su que ce grand tumulus était le tombeau du premier empereur. Mais quelle surprise de découvrir qu'une armée de soldats en terre cuite gardait le site à 1 kilomètre à l'est. Depuis les années 70, plus de 5 grandes fosses ont été fouillées. Aucun soldat ne ressemble à un autre. On suppose qu'ils ont été sculptés d'après des modèles vivants. Le souci du détail et la technique de cuisson de l'argile sont inédits. La fabrication de cette armée en terre cuite est une réalisation colossale. Certains disent qu'il s'agit de la plus importante découverte du XXe siècle. Pourtant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car cette armée n'est qu'un détail, à côté de l'incroyable réalisation qu'est l'opulente tombe de Shi Huangdi. Chaque statue mesure environ 1,75 m, une taille de géant pour l'époque. Certaines pèsent jusqu'à 272 kg. Pourtant, c'est la technique de cuisson de l'argile qui étonne le plus les archéologues. Ils n'ont jamais vu de terre cuite aussi dure. Une chose est sûre, les artisans de l'époque ont développé une technique révolutionnaire. Une cuisson dans des hauts fourneaux capables de dépasser les 1000 degrés. 3 vastes fosses ont été mises au jour, toutes remplies de soldats de terre cuite, veillant sur la tombe de Shi Huangdi. La première fosse contient plus de 6000 soldats et des chevaux en formation de bataille, tous à taille réelle. La seconde abrite 1300 gardes impériaux, des archers, des chars et des cavaliers. La troisième, qui contient 68 personnages et un char, est le centre de commandement de l'armée, le QG de l'empire de Shi Huangdi dans l'au-delà. Leur armure est très particulière. On voit qu'elle était en cuir verni, que les soldats avaient des semelles de bois pour les aider à courir dans la boue. Les coiffes aident à distinguer le rang militaire. Cet immense site de plusieurs kilomètres carrés évoque sans doute le schéma urbain de la capitale de Shi Huangdi, avec le mausolée en son centre. Pour
construire le tombeau, une armée d'ouvriers a creusé une immense fosse d'environ 480 mètres sur 520. Une fois cette cité funéraire achevée, elle a été recouverte d'un tumulus à terrasse de près de 120 mètres de haut. À l'époque, ce tumulus devait être presque aussi imposant que la pyramide de Khéops en Égypte. Mais 2000 ans d'histoire l'ont ramené à 76 mètres. Il paraît incroyable que des hommes aient pu réaliser un tel monument. Et pourtant, c'est le cas. Ce tumulus a été érigé avec force panier de terre pour recouvrir ce que nous pensons être une cité souterraine destinée à la vie de l'empereur dans l'au-delà. Avec un tombeau pareil, Shi Huangdi affiche sa volonté d'imprimer sa marque dans l'histoire. On raconte que les plafonds figurent un ciel nocturne constellé de perles. Tout un empire miniature de pavillons et de pagodes y serait représenté, avec des rivières de mercure. Et le roi reposerait dans un cercueil d'or, de jade et de bronze, flottant dans un bassin de mercure. Est-ce un conte fantastique ou est-ce la vérité ? Les scientifiques ont relevé des niveaux de mercure 100 fois plus élevés que la norme autour du tumulus. Et des explorations radars ont détecté une cavité de 10 mètres de haut dans ce tertre. Mais il faudra attendre pour en savoir plus, car le gouvernement chinois ne veut pas fouiller le site tant qu'il n'a pas la technologie pour préserver ce qu'il contient. D'ailleurs, pénétrer dans le tombeau pourrait être risqué. L'endroit est truffé de pièges et de choses-trappes à l'intention des pilleurs. On se dit qu'au bout de 2000 ans, ces pièges ne doivent plus être opérationnels. Mais le premier visiteur aura intérêt à être prudent. Shi Huangdi avait juré que la dynastie Qin durerait 10 000 générations. 3 ans après sa fin mystérieuse, son empire s'effondre. Le premier empereur paie cher sa folie des grandeurs. La Grande Muraille et son somptueux mausolée ont laissé le pays exsangue. La population est à bout. La révolte éclate et la Chine bascule dans le chaos. Les temps étaient troublés. Très vite, après la mort de Shi Huangdi, le pays sombre dans la guerre civile. Le trône est l'objet de convoitises. En 206 avant Jésus-Christ, un nouveau dirigeant accède au pouvoir, bien déterminé à rétablir la stabilité du pays. Son nom, Liu Bang. Cet ancien militaire est un fin politique. En 4 ans, il consolide son pouvoir et gagne le soutien populaire. La paix règne de nouveau sur l'Empire. À sa mort, en 195 avant notre ère, Liu Bang a créé une dynastie qui régnera pendant près de 400 ans, les Han. Les Han se lancent dans une campagne de construction de murailles encore plus massive que celle de Shi Huangdi. Ils ont poursuivi la construction du mur vers l'ouest et installé plusieurs garnisons et une série de tours de guet. Ainsi, ils surveillaient les routes d'Asie centrale sur des milliers de kilomètres. Les Han édifient des tours le long de la muraille à des intervalles plus courts, jusqu'à 450 mètres dans les zones où l'ennemi est plus actif. Les soldats Han ont 3 missions capitales: lutter contre les invasions, espionner les activités ennemies et entretenir le système de feu de signalisation.
On pouvait envoyer différents signaux d'alarme. Le jour, on utilisait des drapeaux et des signaux de fumée. La nuit, des torches. Et de jour comme de nuit, on pouvait allumer de grands feux ou communiquer au son du tambour. Comme les codes modernes, ces modes de transmission étaient top secrets. Entre 200 avant notre ère et 200 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où Rome se changeait en un empire qui allait phagocyter le monde occidental, l'empire de Chine remodelait l'Orient. Pendant la dynastie des Han, la population chinoise a atteint les 50 millions de personnes. L'empire s'étendait au sud jusqu'au Vietnam et à l'ouest jusqu'en Afghanistan. Un monstre. Mais après 400 ans, des dissensions internes ont rongé l'Empire. Et en l'an 184 de notre ère, une révolte paysanne signe la fin du régime. Une fois de plus, la Chine frôle le chaos. Pendant 3 siècles, les guerres, les trahisons et la mort régneront sur la Chine. Une fois de plus, il faut une poigne cruelle pour mettre fin à ces troubles. Au VIe siècle de notre ère, les Sui, un peuple du Nord, décident de faire cesser le chaos. Les régions du royaume tombent sous leur coupe les unes après les autres, jusqu'à ce que la Chine soit à nouveau unifiée pour la première fois depuis les Han, 3 siècles auparavant. L'empereur Yangdi bâtit son empire sur les jalons posés au cours de 1000 ans d'histoire. Ses prédécesseurs s'étaient appliqués à fortifier la Chine contre le monde extérieur. À l'inverse, Sui Yangdi décide de renforcer son empire à l'intérieur de ses frontières. La Chine est vaste. Ses fleuves sont autant de voies de circulation efficaces sur de longues distances. 2 grands fleuves traversent le pays d'est en ouest. Le Yangtze-Kiang au sud et le fleuve Jaune au nord. À 1600 km l'un de l'autre, ils divisent l'empire. Yangdi décide d'y remédier. Il ordonne le percement du Grand Canal qui reliera le nord et le sud du pays. Ce sera une autoroute fluviale pour les marchandises, les soldats et les personnes. Ce projet est typique de l'esprit chinois en matière de grandes infrastructures. On regarde les voies d'eau existantes et on essaie de trouver où on peut les relier par un canal en profitant de la topographie. 6 ans d'efforts sont nécessaires au percement de ce canal entre Pékin et Hangzhou. Les ouvriers travaillent dans des conditions abominables. Ils sont des milliers à périr de famine, d'épuisement, de maladies ou battus à mort par les contremaîtres. Ce prodigieux réseau fluvial compte plus de 24 écluses. Dès que le chantier rencontrait une étendue d'eau naturelle, il fallait créer une écluse pour faire barrière entre le canal et le lac ou la rivière. De même, lorsqu'il fallait franchir une côte, un système d'écluse permettait aux bateaux de la gravir. La construction du canal entre Pékin et Hangzhou mobilise 5 millions d'ouvriers sur 6 ans. Il faisait plus de 1800 km de long. C'était le canal le plus long et le plus ambitieux jamais entrepris sur Terre à ce moment-là. En reliant le fleuve Jaune et le Yangtze-Kiang, le Grand Canal permet aux marchandises de transiter à raison de 70 km par jour. Sur son parcours, les grandes villes entretiennent un commerce prospère autour de la soie, de la porcelaine et du coton. De nouveaux marchés s'ouvrent pour les marchands et les artisans du pays. Sur le plan économique, ce réseau a facilité le commerce interrégional et fourni du travail à beaucoup de monde. Il a fallu le construire, l'entretenir, assurer le transport des marchandises et des personnes.
À la manière du Nil en Égypte, ce canal relie le nord du pays au sud. L'unité de l'Empire en est consolidée. Ce canal a été un énorme facteur de croissance. Par ailleurs, il a permis aux poètes et aux peintres de voyager. De ce point de vue, il a été un instrument de développement culturel le long de son tracé, bien sûr, mais aussi jusqu'à ses confins. Cet exploit architectural accompli, l'empereur Yangdi décrète qu'un voyage triomphal sur le Grand Canal s'impose. C'est un spectacle tapageur qui s'offre aux spectateurs. L'empereur et son large entourage voguent dans une opulence qui frise l'obscène. Les barges impériales étaient le comble du luxe. L'empereur passait quasiment la moitié de chaque année à se prélasser dans la chaleur du sud. Sui Yangdi redéfinit la notion de luxe. Il exige les mets les plus délicats et impose des tributs exorbitants aux régions et aux villes traversées par le canal. Lorsque les restes de ces festins sont jetés par-dessus bord, les malheureux qui ont creusé le canal contemplent le spectacle depuis la berge, désespérés. Une fois de plus, un empereur chinois sous-estime la force de son peuple. Ces voyages extravagants nourrissent un sentiment de rage à l'encontre de son régime décadent. En l'an 618 de notre ère, la population chinoise se révolte dans une série de soulèvements paysans. C'est le chaos qui vient frapper aux portes du palais. L'empereur Yangdi est tué par ses propres généraux, ce qui met fin abruptement à la dynastie Sui. Malgré tout, le pays reste unifié et pour la Chine, c'est le début de l'âge d'or. Les architectes de l'Empire du Milieu vont même lui permettre de s'étendre par-delà les mers. Une étonnante armada de navires chinois traverse la mer de Chine, puis s'aventure vers l'ouest, Ceylan, l'Arabie et l'Afrique de l'Est. C'est une flotte à nul autre pareil. Des jonques géantes à 9 mâts sont escortés par des dizaines de bateaux de ravitaillement, des patrouilleurs et des bateaux de transport de chevaux pour la cavalerie. Au total, plus de 27 000 marins et soldats naviguent. C'est la célèbre armada de la puissante dynastie Ming. Elle annonce au monde entier qu'après un siècle de domination mongole, la Chine est de retour dans le giron de ses véritables maîtres. À la tête de cette flotte, un amiral hors du commun, un roturier de la province du Yunnan, devenu l'un des personnages les plus puissants de la dynastie Ming. Son nom, Zheng He. Il n'a que 11 ans lorsque sa ville natale est prise par l'armée Ming. Capturé, l'enfant est envoyé à la cour comme présent pour le fils de l'empereur et castré. Les eunuques apparaissent souvent dans l'histoire chinoise. Ils avaient beaucoup de pouvoir du fait de leur proximité avec l'empereur et les femmes du palais, puisqu'ils ne représentaient aucune menace. Zheng He gravit les marches du pouvoir et devient grand eunuque impérial. Avec le souverain, il élabore un plan pour conquérir les mers. Puis il est nommé à la tête d'une flotte hors du commun. Pour l'Empire, c'est un nouveau défi technologique. Zheng He voulait imprimer sa marque sur le monde. L'amiral fait construire 337 navires et 188 barges de transport sont adaptées aux contraintes de la navigation en mer. Réunir les matériaux pour la construction, les architectes, les artisans et le reste pour créer une flotte de 300 navires, c'est extraordinaire. À l'époque de Napoléon, la flotte anglaise n'en comptait qu'une centaine. Une fourmilière de 30 000 charpentiers, artisans voiliers et cordiers s'anime jour et nuit dans les chantiers navals. La flotte de Zheng He prend forme. Au centre de l'immense chantier,
7 cales sèches de 350 mètres sont séparées du fleuve Yangtze-Kiang par des digues de 7 mètres de haut. Le navire amiral est un majestueux 9 mâts de 134 mètres. C'est alors le plus grand navire en bois jamais construit. Conçu pour être stable, il est doté d'un fond plat et de lourds lestes de pierre. Originalité, son gouvernail extérieur qui peut être relevé pour naviguer en eau peu profonde. Des compartiments étanches inspirés de la structure alvéolée des tiges de bambou permettent de stocker l'eau et les provisions. De plus, ils assurent la flottabilité en cas de brèche dans la coque. Le deuxième pont accueille les quartiers de l'équipage. Le troisième, la cuisine, le mess et le centre de commandement. Et le quatrième, la plateforme de combat. Le majestueux 9 mâts peut déployer 12 voiles carrées de soie rouge. D'autres navires sont armés de canons de bronze, jusqu'à 24, d'une portée de 270 mètres. Leurs proues et leurs poupes sont renforcées pour pouvoir éperonner les bateaux plus petits. Certains transportent des troupes ou des chevaux, d'autres sont des navires citernes et transportent au besoin assez de provisions pour une armée de 28 000 hommes. Cette flotte était colossale. Elle comptait autant de soldats et de marins que l'armada espagnole en 1588, et près de 2 fois plus de navires. En 1405, Zhang He, l'amiral eunuque, fait voile vers le monde. Zhang He n'était pas un explorateur. Aujourd'hui, on dirait qu'il a effectué des missions de prestige. En 28 ans de navigation, l'amiral visite 37 pays, double le cap de Bonne-Espérance et vogue sur l'Atlantique. Sa flotte dépasse alors en nombre toutes celles d'Europe réunies. Ces voyages font de la Chine une superpuissance sur les océans du monde. Mais en 1433, cette ère d'exploration s'achève brutalement. Zhang He meurt subitement lors d'une escale en Inde. La flotte est rappelée en Chine. Un nouvel empereur a les clés du royaume. D'un geste inexplicable, il va changer l'histoire de la Chine. Malgré la domination totale qu'exerce son empire sur les mers, il fait brûler la superbe flotte de Zhang He. C'est l'un des tournants majeurs de l'histoire chinoise. La Chine était sur le point de prendre le contrôle des océans et de coloniser le monde des années avant les Portugais, les Espagnols, les Hollandais ou les Anglais. Sous le régime du nouvel empereur, les vaisseaux naviguant en mer sont détruits. Les récits des expéditions de Zhang He brûlés. L'ère des explorations est terminée. Les portes de l'Empire se referment. Plus de navires, plus d'espoir de conquête, plus de domination mondiale. On ignore encore ce qui a motivé la décision de l'empereur. 1449, 16 ans après le repli du pays sur lui-même, le vieil ennemi de la Chine se manifeste de nouveau. Les Mongols attaquent massivement. Comme d'autres grandes dynasties avant elle, la dynastie Ming s'en remet à sa grande muraille pour protéger son empire. Elle lance une entreprise de rénovation sans précédent du mur monumental et lui donne le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Les premiers murs étaient faits de terre battue. Les murs de Ming étaient parés de briques et de pierres. Ils étaient plus solides, et c'est ce qu'il en reste que nous voyons aujourd'hui. Un mélange rudimentaire de riz gluant et de chaux fournit un mortier qui rivalise en robustesse avec les ciments modernes. Sous les Ming, les fortifications de la Grande Muraille atteignent des sommets. Dans les zones stratégiques, les murs sont doublés et flanqués de places fortes et autres systèmes de protection.
Des tours de guet de toutes formes et de toutes tailles servent d'abri ou de poste de signalisation tout au long du mur. Elles sont assez vastes pour stocker des provisions, des armes et loger des soldats. Un escalier intérieur mène au sommet des tours de guet et des meurtrières permettent de surveiller les environs. D'autres éléments viennent encore renforcer la structure, comme par exemple de l'artillerie. En matière d'armes à feu, les Chinois étaient sans conteste bien supérieurs aux Mongols. Tant que la dynastie Ming a pu maintenir une armée suffisamment unie le long de la Grande Muraille, elle a pu faire échec aux tentatives d'incursion mongoles. À la fin de la dynastie Ming, plus de 9600 km de murailles, dont de nombreuses boucles, s'étirent dans le nord de la Chine. Ce rempart tiendra bon pendant 150 ans. Puis, en 1600, le régime s'effondre. Une tribu étrangère, les Mandchous, se masse à la frontière nord de l'Empire. Le 26 mai 1644, Pékin tombe aux mains des forces mandchoues. Il faudra aux Chinois plus de 250 ans pour chasser ces envahisseurs venus du nord. Lorsqu'ils y parviennent, un nouveau régime émerge, à nul autre pareil, celui de la Chine communiste. S'il y a bien une chose qui symbolise la ténacité et l'imagination des Chinois, c'est cette muraille. Parmi les grandes civilisations qui ont connu leur heure de gloire, la civilisation chinoise est de celles qui ont marqué l'histoire. Pendant des milliers d'années, la valse des empereurs n'a pu briser le dévouement, la vision, la résistance et l'intelligence de ce peuple remarquable. Les Chinois n'ont eu de cesse de triompher des épreuves quand d'autres peuples se sont laissés submerger ou ont simplement disparu. À l'aube de l'humanité, les Chinois étaient là. Ils le sont encore, et pour longtemps. C'était Peter Weller.